Aujourd'hui, je vais analyser cette séquence de Star Trek Premier Contact sortie en 96. Je vais pouvoir vous parler de cadrage, d'angle de vue, de direction lumière et de soucis du détail. Je vous préviens, je ne connais rien à l'univers de Star Trek, mais c'est très bien car ça me permet de rester focus uniquement sur ce film, et comme ça, c'est aussi grand public. Pour la petite histoire, nous avons Data, un robot humanoïde qui a été capturé par les méchants Borg, dirigé et peut-être bientôt digéré par la Reine Borg. Nous aurons ainsi à plusieurs reprises la Reine Borg essayant de convaincre Data de se joindre à elle pour qu'il livre tous ses secrets. Comme pour beaucoup de méchants, son entrée en scène est d'abord sonore et ensuite nous avons ce plan fantastique où elle descend et s'attache au reste de son corps. Honnêtement, je l'ai revu plusieurs fois et je ne comprenais pas comment ils avaient fait. Ce qui est extrêmement rare, je tiens à le souligner. J'avais une petite idée de comment ils avaient fait, et heureusement que je ne vous en ai pas parlé, car j'aurais eu tout fou. En fait, au visionnage du MKO, j'avoue qu'ils ont été très inventifs en posant la caméra sur une grue à servomoteur. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une grue munie de tout un tas de petits moteurs électriques dirigés par un ordinateur qui permet de faire un déplacement caméra au millimètre près, et de reproduire autant de fois qu'on veut vu que les mouvements sont enregistrés dans l'ordinateur. En 2018, j'ai eu la chance de pouvoir discuter plusieurs jours avec l'expert français de la meilleure grue de ce type, et quand je dis la meilleure, c'est parce que la grue que vous voyez en arrière-plan là, en fait il n'y en a que 2 dans le monde, et la deuxième est à Los Angeles. Pour la petite info, ça coûte 5000 $ par jour de louer ce genre de grue, puisque l'on loue l'opérateur qui va avec, et c'est minimum 3 jours de location, comme il faut une journée pour la monter, au minimum du coup une journée de réglage, plus la journée de tournage. Ainsi pour faire cette séquence, ils ont fait 3 passes, c'est-à-dire 3 prises avec le même mouvement. La première avec l'actrice, où son corps est caché par un fond bleu, forcément on tourne en péloche, je vous renvoie sur ma vidéo pourquoi si vous souhaitez en savoir plus. Une deuxième prise où elle est debout, marche et dit son texte, la fin du plan quoi, et une dernière prise sans actrice pour avoir un arrière-plan propre et ainsi mieux faire les incrustations. Pour faire le lien entre le début de la scène et la fin, ils font ce qu'on appelle un morphing de son visage. Grosso modo, c'est un fondu entre les 2 visages pour ne pas qu'on voit la coupure. Voilà pour la partie technique. Maintenant passons à l'analyse. Pour son arrivée, nous avons d'abord ce plan en grue qui descend de manière décentrée pour faire ressentir le malaise et le danger qui descend vers lui. Puis, contre-plongée, toujours pour montrer la suprématie de la reine. Elle le surplombe pour le dominer et nous aurons essentiellement des plans contre-plongée sur ce personnage pour toujours insinuer sa domination. Ensuite, elle tourne tout autour tel un carnivore qui jauge sa proie tandis que lui est attaché et à sa merci. Lui sera toujours dans la lumière tandis qu'elle aura souvent un éclairage par le bas pour déformer son visage et la rendre hostile. Pour ne pas être dark, il rajoute quelques insinuations sexuelles données par le regard des acteurs et le hors-champ. Oh mon dieu, j'ai pas envie de savoir ce qui se passe hors-champ là. Elle est toute petite. Elle va devenir grande très bientôt. C'est ce qu'elle disait. Michael, Ah là là, les femmes font vraiment ce qu'elles veulent de nous, Mais bon, vu sa tronche, je me serais abstenu. D'un autre côté, t'es sûr de pas avoir besoin de lubrifiant avec elle, vu qu'elle suinte de partout. Revenons à la lumière qui est évidemment bien réfléchie comme nous sommes en studio. Si tu ne me crois pas, nous avons ce plan où elle fait semblant d'être gentille. La lumière est douce et unie sur son visage, mais lorsqu'elle comprend que la technique du gentil flic ne marche pas, elle se déplace jusqu'à sa marque numéro 2 et retrouve son vrai visage et sa vraie lumière, contrastée, coupant en 2 son visage pour la rendre bien plus méchante. Le tout avec une hauteur caméra plus basse qu'elle pour la rendre dominante. On m'a dit plusieurs fois que ce que je disais c'était n'importe quoi, car quel spectateur va se poser la question de la hauteur caméra ? Mais là, c'est de l'insinuation. Ce qui est dit par l'image et le son est tout aussi important que ce que disent les acteurs. Quand ta copine te fait la gueule, est-ce qu'elle te le dit ? Non, mais tu le sais. Passons aux détails, j'adore les détails. Puisque lorsqu'elle l'embrasse, on a bien dit à l'actrice de lever les yeux et de le regarder pour bien montrer qu'elle est satisfaite d'avoir réussi à le manipuler. Là aussi, le cut du plan est parfaitement millimétré. Je vous invite à être attentif aux détails car il y en a plein dans ce film. Exemple, ce plan sur Jean-Luc qui nous dit tout sur le personnage. Son reflet est coupé en 2 par la lumière, et ça correspond bien car il est sans cesse mitigé entre son désir de vengeance et le fait qu'il doit prendre des décisions rationnelles excluant ses émotions pour le bien-être de la mission et de son équipage. Elle était longue cette phrase. Maintenant, premier secret de cadrage que j'ai appris sur le tas.
En école ciné ou photo, on vous apprendra que lorsque l'on filme le visage d'un acteur, on ne doit jamais couper le haut de son crâne, hormis pour les très gros plans. C'est une des règles principales du cadrage, mais dans certains cas rares, j'adore cette phrase si vous avez la ref, et bien dans certains cas rares, ça ne marche pas. Deux possibilités pour ça. Soit on a des acteurs avec une forme de crâne qui monte haut, comme notre cher Patrick Stewart, ou l'Arenborg, ce qui passe sur les plans larges mais pas sur les plans rapprochés, car la hauteur du crâne plus l'espace au-dessus du crâne donne trop d'espace dans l'image, et fait que les yeux des acteurs seront donc trop bas dans l'image. On le voit bien ici avec l'Arenborg, dans ce genre de cas, faut pas hésiter à baisser la caméra pour avoir les yeux de l'acteur au bon endroit dans l'image. Ça résulte que le haut de son crâne est un peu coupé, mais bon, ça on s'en fout. Ce qu'il n'hésite pas à faire avec Patrick Stewart plusieurs fois dans le film. Et pour l'Arenborg, les cadreurs ont dû s'arracher les cheveux en voyant la création du département maquillage. Sur la plupart des plans, ça marche sans problème, sauf celui-là. Forcément, des fois il y a des couacs, c'est pas méchant, mais c'est l'occasion pour moi de vous parler de ça. Et deuxième cas rare, un angle de caméra en hauteur comme ici, où nous avons tout le crâne de l'acteur qui prend forcément beaucoup plus de place dans l'image. Ce que vous voyez là, c'est des rushs qu'on avait filmés sur un tournage, j'étais pas au cadre, on avait donc une longue discussion entre deux acteurs, et à un moment j'ai checké le cadre et j'ai dû prendre la décision en 2 secondes de prendre la caméra pour redresser le cadre, car j'ai tout de suite compris que c'était pas exploitable. Je me souviens du cadreur qui m'a fait un regard super choqué comme ça, parce que forcément ce que je venais de faire, il ne faut jamais le faire, mais là il y avait une telle alchimie entre les acteurs dans le dialogue et tout, et dans la scène, qu'il ne fallait absolument pas rater ça. Et lorsqu'on a coupé, il m'a engueulé car je venais de couper le crâne de l'acteur, ce qu'on doit normalement jamais faire, et je lui ai dit direct que ça c'était des règles qu'on apprenait à l'école et que elles ont très vite leurs limites et qu'il apprendrait ça. Alors que lui, il venait de Louis Lumière, qui est censé être une des 2 plus grandes écoles de cinéma de France, dont techniquement, moi je devais me taire. Mais bon, j'osais quand même beaucoup de choses sur les tournages. J'ai toujours fait ça parce que, voilà, quand je vois un truc, je suis peut-être un peu trop sûr de moi. Mais bon. Conclusion, cette règle de ne jamais couper la tête de l'acteur, je la transformerai en toujours faire en sorte que les yeux des acteurs soient au-dessus de cette ligne, tout simplement. Même si là aussi, dans certains cas rares, comme Mr. Robot dont je ferai une vidéo, on peut transgresser cette règle. C'est la différence notable entre le cinéma français et américain selon moi. En France, on a de très bons techniciens, mais qui sont beaucoup trop matrixés par les règles et qui n'osent jamais les transgresser. En France, on apprend beaucoup trop à l'école, la hiérarchie et les égos sont trop punitifs, alors qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus sur le tas. Il y a beaucoup plus cette envie de créer tous ensemble une œuvre. Je ne peux que vous conseiller ce film qui n'a pas pris une ride et qui équilibre bien les nuances des personnages puisque l'on comprend les motivations de la grande méchante et on la comprend. Tandis qu'on a enfin un personnage qui ose faire ce qui est nécessaire et qui ne s'abstient pas lorsque ça devient difficile moralement parlant. Si Jean-Luc avait été dans Jurassic World, il n'aurait pas laissé sortir les dinos et ça aurait été logique. Enfin un film adulte et pour les adultes. Puisqu'on a plein de moments où on s'embête pas à expliquer les choses aux spectateurs, le film considère que vous avez un cerveau et que vous avez qu'à l'utiliser pour combler les trous. Ça, j'adore. Merci à mon cher abonné Soudar qui m'a conseillé ce film, enfin de la bonne SF des familles avec de bonnes punchlines. Assimilez donc ça. Je venais de me taper 1h20 du Monde après nous, la nouvelle merde de chez Netflix. Ah, ça m'a fait du bien de voir un film en fait, avec un rythme et un scénar. Votre abonnement et votre like aident énormément la chaîne à décoller et à faire battre mon cœur d'amour. Longue vie et prospérité. Peace!